Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Vincent Duluc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Plume bien connue des amateurs de foot ici en France, journaliste à l'Équipe. Vous signez ce dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde qui vient de sortir chez Plomb. Est-ce que c'est aussi en amoureux transi que vous abordez ce mondial au Qatar qui commence dimanche prochain? C'est en amoureux quand même. C'est en amoureux quand même parce que... D'abord parce que ça sera ma 10e Coupe du Monde à titre personnel, parce que, comme tous les fans de foot, je n'ai pas choisi que ça ait lieu à Qatar. Je m'en suis indigné en temps et en heure. Et parce qu'il y a quand même toujours une magie quand même de la Coupe du Monde. Alors évidemment, c'est une magie qui est, pour le coup, qui est un peu voilée, qui ne nous empêche pas de nous intéresser à tout ce qui se passe autour, mais c'est généralement le cas des Coupes du Monde en général. Il y avait simplement, c'est vrai, par exemple, beaucoup moins de polémiques avant la dernière Coupe du Monde dans la Russie de Poutine, alors que Moscou ressemblait à une espèce de Disneyland et qu'on voyait bien que tout ça n'était pas très naturel. Ouais, vous dites que la Coupe du Monde s'est installée à peu près partout. Il ne fallait pas, au moment où il ne le fallait pas, en Russie en 2018, plus loin dans l'histoire, en 78, dans une Argentine sous dictature, en 34, dans une Italie fasciste, une forme d'hypocrisie générale, dites-vous. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que la question du boycott, qui se pose tout à fait normalement, elle est difficile à trancher, parce que le boycott ne sert à rien. J'ai fait récemment un débat avec le président de Amnesty International, Jean-Claude Samouillet, et lui disait qu'il vivait à peu près sa meilleure vie, que jamais des appels avaient été à ce point entendus, et qu'il avait des leviers qu'il n'avait jamais eus pour aucune autre revendication antérieure. C'est la FIFA qu'il faudrait boycotter? C'est compliqué, parce que la FIFA... Qui prend un peu cher dans votre... Oui, mais elle prend cher à juste titre, c'est-à-dire que parmi les 26 membres du comité exécutif de la FIFA qui avaient décidé d'attribuer la Coupe du Monde à la Russie en 2018 et au Qatar en 2022, il y en a à peu près une vingtaine qui sont tombés pour corruption et malversation, pas pour corruption du vote, mais pour différentes histoires. Donc on voit bien que c'est un système très peu démocratique et que ça continue, puisque Gianni Infantino, son président, est installé tranquillement au Qatar depuis 1 an en famille pour être au plus près de la source, et on imagine bien quelle source. Et parce qu'il s'est déjà entendu par clientélisme avec toutes les confédérations pour être réélu tranquillement par acclamation la prochaine fois. Voilà pour le contexte, Vincent Duluc. Pour parler foot, les Bleus commencent aujourd'hui une préparation express à Clairefontaine. Des Bleus qui abordent ce mondial amputé de plusieurs de leurs meneurs, notamment Pogba et Kanté. Benzema a mal à la cuisse, vous en savez peut-être plus que nous. Le calendrier, on le sait, particulièrement défavorable pour des Bleus qui ont été occupés, pour certains, jusqu'à ce week-end, jusqu'à hier. Et puis la statistique n'est pas en leur faveur. Je crois qu'aucun détenteur du titre n'a réussi à le garder 2 éditions de suite. Alors si, c'est arrivé il y a 60 ans. Bon. C'est arrivé avec le Brésil de 58 à 1962. Mais depuis, pire que cette statistique, il y a cette malédiction qui fait que sur les 5 dernières Coupes du Monde, 4 champions du monde en titre n'ont même pas franchi le premier tour. Donc il y a un peu ce truc dans l'air qui peut toucher l'équipe de France. Bon, en revanche, le problème de calendrier, ça touche toutes les nations majeures. Toutes les nations majeures ont arrêté de jouer hier. On a vu Messi, Neymar et Mbappé jouer encore avec le Paris Saint-Germain hier. Donc ça va être très particulier. C'est une Coupe du Monde dont l'approche est bouleversée en général pour nous amoureux du foot. Il y a tout le temps de l'attente et ça commence à partir de janvier, ça va doucement jusqu'en juin. Là, ça aura duré une semaine. Benzema, il en sera? Mais Benzema, il en sera évidemment. On peut espérer et on peut penser qu'il s'est vraiment ménagé, que après avoir eu le Ballon d'Or, il va avoir 35 ans le lendemain de la finale de la Coupe du Monde et que c'est l'autre rêve de sa vie. Il n'a encore pas marqué l'histoire avec l'équipe de France et c'est peut-être sa dernière chance d'y parvenir. À la lettre D, double D, même bel hommage, Vincent Duluc, dans ce dictionnaire, teinté d'inquiétude pour l'après au patron des Bleus, Didier Deschamps. Il fait partie de votre podium perso du foot avec Zinedine Zidane et Platini. J'ai dit que c'était les 3 plus grands personnages du football français. Personnages du football. Attention, ménageons ceux qui nous regardent. Il va être là pendant le temps de la compétition, l'un des hommes les plus importants de France. Mais le sélectionneur, en fait, c'est assez comparable à un Premier ministre, en fait. C'est juste un peu plus stable, paradoxalement, comme fonction. Mais c'est un peu comparable. Je pense qu'il y a un peu le même sentiment, effectivement, d'être dans la lumière, d'être au centre du monde pendant quelques jours. Et puis après, si ça se passe mal, de rentrer dans l'ombre et de jamais s'en remettre tout à fait. Moi, c'est toujours ça qui m'émeut, et chez les footballeurs et chez les entraîneurs. C'est le moment de la perte de la grâce, quand les joueurs s'arrêtent de jouer. Et pour les entraîneurs, de rentrer dans l'ombre et de le vivre très mal et
et que ça soit aussi difficile de se réinventer après avoir été à la tête de l'équipe de France. De la même manière qu'il est difficile de se réinventer après un passage à Matignon, d'ailleurs. Et oui, premier match des Bleus le 22, ça sera contre l'Australie. Vous l'avez dit, ce sera votre 10e Coupe du Monde en tant que journaliste. À la lettre A, on aurait pu, vous l'avez dit à l'instant, trouver attente, parce que votre histoire d'amour qui dure depuis un demi-siècle, il semble que vous ne vous lassiez pas de ce petit moment avant. Oui, je m'en lasse pas, en fait. Mais c'est un peu la même chose quand on va au cinéma. Au moment où la lumière s'éteint, c'est là que se concentre l'excitation avec le générique. C'est pareil au foot, c'est juste le moment d'avant. Et en Coupe du Monde, c'est multiplié. Je sais que 5 minutes avant que le premier match de l'équipe de France commence à la Coupe du Monde, je sais qu'il n'y aura pas un autre endroit où j'aurais envie d'être à ce moment-là. Et ça, on s'en lasse pas, qu'on n'est jamais blasé. Non, on s'en lasse pas parce que ça fait partie du feuilleton sur lequel on travaille, ça fait partie du feuilleton dans lequel on est immergé en permanence. Et c'est l'acmé de ce feuilleton. Il y a rien de mieux. Il y a une concentration. Il y a une concentration des rêves, en fait. C'est les meilleurs moments de la vie de ces gens-là. Et on sait que tous les destins vont basculer dans le mois qui viennent, et parfois par hasard, et parfois par talent, et parfois par quelque chose de plus grand qu'eux, sans doute. Et c'est ça qui est assez fascinant. Vous savez comment que les histoires d'amour, en général, finissent mal. Est-ce qu'on a besoin d'être amoureux de sa matière pour bien la raconter, ou est-ce que, justement, parfois, ça ne vous empêche pas des choses, ou il n'y a pas quelque chose qui dénature, quelque chose? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être amoureux de sa matière pour bien la raconter. Mais je pense qu'il est nécessaire d'être passionné. C'est la même manière, je ne sais pas, quelqu'un journaliste économique, il sera meilleur s'il est passionné par l'économie que s'il ne s'y intéresse pas ou juste par nécessité professionnelle. Donc nous, c'est à peu près la même chose. C'est une espèce de contrôle continu d'être spécialiste du foot. On regarde des matchs sans arrêt, on suit le feuilleton, on essaie de tisser des liens par rapport à tout ce qu'on entend et de se faire une idée des choses. Après, est-ce que le fait d'être amoureux du football, ça nous empêche d'écrire? Non. Non, mais par exemple, le dépit amoureux, c'est un énorme défaut journalistique. Il faut vraiment fuir ça. Donc, je pense que l'amour n'empêche pas la lucidité. Et vous avez jamais eu envie de le quitter? Non, j'ai jamais eu envie de le quitter parce que c'est une vie magnifique d'abord, parce que journalistiquement c'est passionnant, parce qu'à titre personnel, il n'y a pas beaucoup mieux que de travailler à l'équipe. Il n'y a même pas mieux du tout. Ça reste un des titres les plus prestigieux au monde. Et parce qu'on vit le foot vraiment de l'intérieur et que ça reste un rêve d'enfant. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais il aurait pu grandir. Mais je pense que j'ai grandi tout en restant un peu un enfant, finalement. Ouais, vous aviez 7 ans, Vincent Duluc, et vous le racontez dans ce livre. Je crois quand le coup de foudre vous est tombé dessus. Finale de la Coupe du Monde 1970. C'est la photo de la couverture du livre. Brésil-Italie. Il s'est passé quelque chose ce jour-là? Ce jour-là, et un petit peu avant, c'est la première Coupe du Monde que j'ai vraiment suivie à la télé, sur la télé noir et blanc. C'est un moment où je ne savais pas que le foot pouvait exister en couleur, déjà. Vous avez découvert la vraie couleur des maillots beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, avec les premières photos. Je crois que c'était dans le mensuel Football Magazine. C'est venu un peu après. Et effectivement, j'ai découvert la couleur des maillots que je suivais à la télé. Mais oui, il y avait une magie, puis il y avait l'éloignement, puis il y avait le grésillement des commentaires qui venaient de loin, qui à l'époque était de Michel Drucker déjà, et de Michel Drey qui commentait la Coupe du Monde 70. Et chez nous, chez les amoureux du sport en général, c'est une madeleine. Le souvenir est inséparable de la voix qui les accompagnait, et ça m'est resté vraiment. À la lettre P comme Pelé, bien sûr, vous avez le droit d'en préférer un autre, écrivez-vous, mais le plus grand joueur de tous les temps, c'est lui. Oui, alors évidemment, quand je dis que vous avez le droit d'en préférer un autre, c'est parce que je ne veux pas fâcher les générations suivantes qui n'ont pas vraiment vu Pelé et qui pensent que Maradona est le plus grand joueur de la Coupe du Monde, ce que je peux respecter. Parce que Maradona, on va dire que le coefficient personnel de Maradona a été plus fort. Il a porté des équipes ordinaires sur le dos, alors que Pelé a tiré vers le haut des équipes qui étaient assez magnifiques. Mais pour moi, Pelé est le plus grand. Et quand j'ai revu récemment des photos, des images en couleur de lui, de la Coupe du Monde 70, dans le documentaire Netflix qui lui était consacré, j'ai su pourquoi j'avais raison. Vous parliez à l'instant de comment les commentateurs de foot sont pour beaucoup, d'ailleurs pour chaque génération a son commentateur en tête. On ne raconte pas le foot aujourd'hui comme on le racontait il y a 30 ans, en tout cas dans la presse écrite. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., que c'est plus violent? Vous disiez que vous ne vouliez pas contrarier les uns tout à l'heure. Est-ce que parfois ça vous empêche aussi en vous disant c'est trop violent? Non. Mais il y a quelque chose qui a changé quand même. Avec quelque chose qui a changé. D'abord, c'est beaucoup plus radical. Effectivement, les réseaux sociaux nous poussent un peu de ce côté-là. Moi, je sais que ça fait très longtemps que je fais de la télé. C'est Jeune Sacomano qui m'avait lancé là-dedans.
Ça fait une vingtaine d'années. Au début, je m'étais dit, je ne dirai jamais à la télé ce que j'écrirai pas dans le journal. Mais j'y suis jamais parvenu. C'est complètement impossible. On est parti là-dedans. On est entré dans une ère beaucoup plus critique, beaucoup plus méchante, qui fait passer nos critiques, par exemple, pour Aimé Jacquet en 98. C'est un peu l'école des fans avec le recul. Les sélectionneurs d'après, ils ont pris beaucoup plus cher. Mais voilà, l'ère est un peu comme ça, elle s'est radicalisée. Elle s'est encore plus radicalisée, je trouve, depuis le Covid et depuis le confinement, comme si le repli sur soi favorisait l'agressivité. Donc aujourd'hui, on fait avec, mais pour les acteurs, c'est parfois un peu violent, effectivement. Ça reste une histoire d'homme avec un petit H, le foot. Il y a plus de 200 entrées dans ce dictionnaire, seulement 2, vous saviez que j'allais vous poser la question, 2 concernent les femmes. Et pourtant, Vincent Duluc, vous écrivez que les femmes sont l'avenir de la moitié du football. Bah évidemment, mais évidemment. Elles sont où, les femmes, dans ce mais moi livre j'aime beaucoup le foot féminin. Par exemple, je suis allé en vacances à la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, Coupe du Monde féminine, parce que je voulais vraiment voir ça de l'intérieur, voir à quoi ça ressemblait. En 2019, j'étais ravi de couvrir la Coupe du Monde féminine. J'ai préféré ça à suivre les Bleus qui partaient en Turquie ou je ne sais où. Donc j'aime vraiment beaucoup le foot féminin. J'aimerais qu'il soit mieux soutenu. Malheureusement, il a été un peu laissé en jachère par la Fédération française qui n'a pas su accompagner les chiffres d'audience formidables de la Coupe du Monde 2019. Donc il a un problème de développement. Il est encore amateur en France alors qu'il est professionnel en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Donc il faut faire plus que ça. Mais pour l'instant, on dit encore la Coupe du Monde. Et on comprend que c'est la Coupe du Monde masculine et on dit les Coupes du Monde féminines. Un jour, peut-être, il faudra faire la distinction, mais on n'en est pas là encore. Pourquoi est-ce que le foot reste une formidable matière littéraire ? Parce que mais bon, la porte ouverte, c'est que c'est une métaphore de la vie, parce qu'on y trouve tout, parce qu'on y trouve tous les milieux, parce qu'on y trouve tous les destins, parce que c'est le seul sport de ballon aussi dont le résultat n'est pas lié au rapport de force. C'est-à-dire qu'au foot, une équipe qui tire une fois, elle peut battre une équipe qui tire 30 fois. Au rugby, au basket ou au handball, c'est complètement impossible. Donc il y a une incertitude et un côté aléatoire du foot, un côté universel et quasiment égalitaire qui n'existe pas dans les autres sports. Et puis il y a aussi une universalité qui n'existe pas dans les autres sports. Il n'y a pas une zone du monde où le foot soit absent, alors que pour tous les autres sports collectifs, c'est évidemment très différent. Et voilà, et c'est ça qui est fascinant dans la Coupe du Monde, c'est l'idée que le monde entier regarde la même chose au même moment. Ouais, universel, vous dites, mais vous le rappelez, je crois, dans ce livre où je l'ai lu ailleurs, 5 sélections africaines seulement pour ce mondial sur un continent qui compte plus de 50 pays. Un mondial pas tout à fait. Non, pour ça, c'est pas égalitaire, ça s'est légèrement développé. Ça va se développer un peu plus à partir de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'il y aura 48 équipes, là on peut se demander où on s'arrêtera. Mais ça va rééquilibrer un peu, il y aura une meilleure représentation africaine. Là, aujourd'hui, on a une surreprésentation de l'Amérique du Sud, mais paradoxalement pas de l'Europe. L'Europe, qui est le continent fort, n'a que 13 représentants sur 51 possibles. Un dictionnaire amoureux qui est de la mémoire, dites-vous, de ceux qui s'intéressent au foot, ceux qui l'attendent tous les 4 ans, dont vous êtes Vincent Duluc, ceux qui ne s'y intéressent pas mais se souviennent d'être descendus dans la rue, dont je suis. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de ce dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Vous partez quoi, après-demain ? Après-demain, mercredi matin. Eh bien, belle Coupe du Monde à vous, côté foot, parce qu'il en sera question, bien sûr. Merci encore. Très belle journée à vous, bon voyage. Nous, on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet.